La découverte d'un surprenant et inattendu météore va réveiller de violents appétits de gloire et de fortune et semer la zizanie entre deux excellents amis astronomes amateurs, Dean Forsyth et Sidney Huddleston. Cette nouvelle aventure débute dans la ville de Waston, en Virginie, dans les États-Unis d'Amérique. Il est à préciser, comme le fait remarquer Jules Verne, qu'il est inutile de chercher sur les cartes cette cité qui sort tout droit de l'imaginaire de l'auteur des Voyages extraordinaires. Cette année-là, le 27 mars, l'observation d'un phénomène va complètement bouleverser la vie de cette cité et bientôt même celle du monde entier. Il existe dans cette ville de Waston deux amis astronomes amateurs qui passent leur temps à scruter le firmament à l'oculaire de leurs lunettes astronomiques. Il s'agit de Dean Forsyth et du docteur Sidney Huddleston. L'un comme l'autre ont installé un observatoire au sommet de tours qui dominent leurs maisons respectives. Ce jour-là, dans son observatoire, Dean Forsyth tend vers les nuages qui couvrent alors le ciel une main menaçante. « Je le jurerais !» affirma-t-il, un météore qui se déplaçait du nord-est au sud-ouest et il n'a pas reparu depuis. « Non, mon maître !» Des nuages, et je ne sais pas si nous reverrons un coin de ciel bleu de toute la journée, répond au micron l'assistant de Dean Forsyth. Un personnage bien étonnant, ce Omicron. De petite taille, il était entré comme domestique dans la maison de Dean Forsyth il y a près de 35 ans, mais à vrai dire, son service se réduisait à aider Dean Forsyth dans les travaux astronomiques pour lesquels il éprouvait une passion au moins égale à celle de son maître. C'est dans cet observatoire que tous deux passaient la plus grande partie du jour et de la nuit. Il n'était pas rare qu'ils quittent la table à manger en catastrophe pour profiter d'une éclaircie. Ils regardaient, ils observaient, ils plongeaient à travers les zones interstellaires. L'espoir ne les quittait pas de faire quelques découvertes à laquelle il s'attacherait le nom de Dean Forsyth. Et qu'avait-il observé ce 27 mars ou cru apercevoir ? C'était un bolide, doué d'une vitesse excessive. Et il ne manquerait plus que Sidney Huddleston l'eût aperçu, lui aussi, s'écria Dean Forsyth d'un ton où se mêlaient l'inquiétude et la jalousie. Pourvu qu'il ne l'ait pas aperçu lui aussi, se dit au même moment le docteur Huddleston au sommet de sa tour observatoire qui dominait sa maison. S'il était docteur, il n'exerçait pas la médecine, car il préférait consacrer lui aussi tout son temps et toute son intelligence à ces hautes, à ces sublimes occupations de l'astronomie. Pourtant, si une certaine rivalité existait entre Sidney Huddleston et Dean Forsyth, les familles de ces deux astronomes amateurs étaient très unies, au point d'ailleurs que le neveu de Dean Forsyth, Francis Gordon, aimait la charmante Jenny, la fille aînée du docteur Huddleston. Il n'était pas rare d'ailleurs que Jenny ne profitât de l'observatoire de son père pour tenter d'apercevoir son fiancé sur le belvédère de Dean Forsyth. Il arrivait fréquemment à nos deux astronomes de se disputer à propos de telle ou telle observation. Cela n'avait jusqu'alors eu aucune conséquence. Mais cette fois, la découverte simultanée d'un météore allait progressivement envenimer les relations des deux astronomes. Dans les jours suivants, Francis Gordon vient rendre sa visite habituelle à Jenny et à sa famille. Il fait part de son inquiétude au sujet de l'humeur détestable de son oncle. « Mais il en est de même de mon mari !» dit Mistress Huddleston. « Cette semaine, il m'a paru plus soucieux que jamais. Impossible de l'arracher de son observatoire. Il faut qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire là-haut dans la mécanique céleste. »
L'annonce de la découverte simultanée d'un bolide par 2 habitants de Waston est révélée avec enthousiasme dans la presse. La population se dirigea passionnément vers les 2 maisons pour acclamer les 2 astronomes. La gloire de ces 2 illustres citoyens ne va-t-elle pas rejaillir en effet sur toute la cité ? Dean Forsyth dut paraître sur la terrasse de sa tour pour répondre aux acclamations de la foule, tout comme le docteur Udelson sur son donjon. Cependant, un observateur eut constaté que leur attitude n'exprimait pas une joie sans mélange. Le regard oblique de l'un portait vers la tour et le regard oblique de l'autre vers le donjon. Les 2 fiancés et leurs familles se demandaient si les 2 astronomes n'allaient pas revendiquer chacun, sinon le bénéfice, l'honneur de cette découverte. Progressivement, l'enthousiasme de la population va laisser place à l'effroi lorsque l'hypothèse d'une chute éventuelle de ce bolide sur Terre commence à être envisagée par la communauté scientifique. Le dangereux et menaçant météore fut le sujet de toutes les conversations. Jamais le ciel ne fut tant visé par des yeux inquiets de la population wastonienne. Le bolide faisait désormais le tour du globe terrestre et passait régulièrement au-dessus de la ville. Certains commençaient à rendre responsables Dean Forsyth et le docteur Udelson. De quoi se sont-ils mêlés, ces amateurs ? Avaient-ils donc besoin de fouiller l'espace avec leurs lunettes et leurs télescopes ? Toute cette agitation autour de nos 2 astronomes excite leur amour-propre, au point que le mariage entre Francis et Jenny semble devenir de plus en plus compromis. La bonne Mitz, la servante de Dean Forsyth, que ce dernier craignait quelque peu, était effondré de voir son maître être sur le point de provoquer le malheur de son neveu. Elle sentait que la situation devenait de plus en plus grave. Aussi, elle se plaça un jour devant la porte de la tour de l'observatoire pour bloquer son maître et l'obliger à avoir une explication. « Mais Mitz, tu n'ignores donc pas ce qu'il m'a fait, cet Udelson. Et qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il m'a volé. Et que vous a-t-il volé ? Votre montre ? Votre bourse ? Votre mouchoir ? Non, mon bolide. Ah, votre bolide, votre machine qui se promène là-haut. Eh bien, est-ce que c'était à vous plus qu'à Monsieur Udelson ? Est-ce qu'il n'appartient pas à tout le monde ? À n'importe qui comme à moi ? Est-ce que vous l'avez acheté et payé de votre poche ? Est-ce que le bon Dieu vous en a fait cadeau par hasard ? C'est alors qu'une nouvelle extraordinaire fut publiée dans la presse mondiale. Une nouvelle des plus sérieuses, faite à partir des travaux scientifiques de l'Observatoire de Boston. Les rayons lumineux du bolide furent étudiés par analyse spectrale et il fut déterminé que ce météore était en or pur. Un globe d'or circulait autour de la Terre à moins de 50 km de sa surface et dont la valeur ne pouvait donc être que de plusieurs milliards. Hélas, une telle nouvelle n'allait point calmer la rivalité de nos 2 astronomes et ils n'en seraient que plus acharnés à réclamer la propriété de leur extraordinaire découverte. Et chaque soir, elle revenait, la grosse boule milliardaire. Elle revenait pour surexciter les appétits d'une humanité enfiévrée de désir. Elle revenait pour le plus grand malheur de ces 2 honnêtes familles qui se sentaient toujours à la veille d'une catastrophe. Car si les 2 anciens amis avaient évité de se croiser depuis leur découverte, le scandale tant redouté se produit la veille même du mariage entre Francis et Jenny, rendant l'union impossible. Je vous laisse imaginer la profonde douleur que ressentit la famille Udelson, qui ne fut égalée que par le désespoir de Francis Gordon. Quant à la bonne Mitz, elle se contenta d'apostropher son maître en lui disant « Monsieur Dean Forsyth, vous n'avez pas de cœur ». Mais tout comme son rival et ancien ami, il avait des yeux et il guettait chaque nuit l'apparition du météore dans son éclatante splendeur. Cependant,
La vitesse du bolide diminuait graduellement et il allait bientôt être possible de déterminer le lieu de sa chute. La possession de cette fortune surexcitait bien évidemment toutes les convoitises. Aussi, une commission internationale fut-elle nommée pour réfléchir à cette situation unique. Cependant, plus les séances de cette commission se succédaient et moins les délégués marchaient vers un accord commun. Si le représentant de la Norvège proposa que chaque État eût part égale dans le partage, chacun tenait à défendre ses intérêts propres. Quant aux prétentions de nos deux découvreurs, on ne s'en occupa même pas malgré leurs réclamations. Bref, après 10 jours de discussion, la commission internationale se sépara sur une séance qui nécessita l'intervention de la police. Comment se termine cette étonnante aventure de Jules Verne? Ce bolide d'or finira-t-il par tomber sur le sol terrestre? Et si oui, dans quelle partie du monde? Cette fortune hallucinante pourra-t-elle être récupérée? Et surtout, le mariage de nos deux fiancés finira-t-il par être célébré? Je vous laisse découvrir par vous-même la fin de ce voyage extraordinaire et son météore d'or menaçant de tomber sur la Terre. Une thématique que Jules Verne avait déjà imaginée pour la conclusion de son roman Hector Servadac une trentaine d'années plus tôt. La chasse aux météores offre de nouveau pour Jules Verne l'occasion de dénoncer la convoitise des créatures humaines avec ironie et de rappeler que la possession de ce bolide d'or ferait que ce métal n'aurait pas plus de valeur que les grains de sable sur une grève. Au moment de la parution de ce roman en 1908, l'auteur des Voyages extraordinaires n'est plus de ce monde. Mais l'illustrateur aura une pensée pour lui en s'inspirant de la tour de l'hôtel particulier de Jules Verne que vous pouvez toujours visiter à Amiens pour figurer l'observatoire de Dean Forsyth.